Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ce premier événement qu'on a nommé Entre deux et un premier entre deux avec un invité qu'on est particulièrement content de recevoir pour tout ce qu'il représente pour notre discipline en France et ailleurs. Je vais arrêter le cirage tout de suite. On va en garder un peu pour la suite de l'émission, mais c'est la première fois qu'on se lance, nous, Champagne Basket, dans ce type d'exercice un peu délicat. Je crois qu'on est tous bien gavés de visioconférences. Donc, on s'est dit qu'il fallait un peu agrémenter l'exercice avec des invités exceptionnels et qui nous fassent regoûter un peu ce qu'est le basket, qui nous manque terriblement en ce moment, on doit le dire, ou en tout cas, qui ne nous rassasie pas malgré les quelques matchs dispersés de ci, de là. Donc, merci à tous d'être là. On a nos partenaires qui sont là en partie et qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, qui ont été invités. On a nos abonnés aussi. Les moments de contact avec eux sont rares et on le regrette. Et on espère que ce moment modeste va nous permettre aussi de renouer un peu le contact et de partager des moments de convivialité qui nous sont chers. Alors, je cadre un peu la soirée dans le sens où c'est un webinaire et je ne citerai plus ce terme que je n'aime pas trop. Mais ça va être, on vous a pas en vidéo, chers invités. Vous nous avez, je l'espère en tout cas, et vous pouvez interagir par l'intermédiaire du chat et poser vos messages, ce qui va me permettre de faire un tour de table puisque c'est Timothée qui travaille pour nous et qui est notre chargé d'événements au Champagne Basket qui va être le modérateur de la soirée. Je suis très heureux d'accueillir Sylvain Pohu, que tout le monde connaît, journaliste réputé du territoire, on n'a plus besoin de le présenter, et qui suit le basket de manière très, très fine et très précise, et surtout l'actualité du Champagne Basket, on leur remercie. Donc merci à Sylvain d'être là et d'animer la soirée avec moi. De rien, c'est un plaisir. Et puis, merci à toi. Et puis, évidemment, j'accueille notre invité du soir. C'est un vrai plaisir pour moi de le recevoir parce que ça veut dire beaucoup de choses en tant que quadragénaire que je suis d'inviter Georges Eddy. C'est celui qui m'a donné le goût à la discipline dans mes plus jeunes années, évidemment. C'est une partie de notre patrimoine basket français et au-delà. Et puis, c'est surtout une voix, une verve, une gouaille. Et merci à lui d'avoir accepté cette invitation. Qui plus est, on peut se targuer d'avoir été une part de son parcours, puisqu'il nous en reparlera, mais il a fait un bref détour qui a marqué les esprits par l'ESP à Chalon, et c'est quand même pas rien. Donc merci à toi, bienvenue Georges, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Et puis, écoute, on a fait un petit conducteur qu'on a gardé secret, qu'on t'a volontairement pas transmis, mais on est là dans un cadre amical et convivial, et donc voilà, on espère que ça te convient. En tout cas, on va y aller. La première, on va dire en guise d'introduction, on va te demander un petit peu ce que tu fais en ce moment, quelles sont tes activités, et on sait qu'elles sont multiples. Donc voilà, dis-nous un petit peu où tu en es, ce que tu fais, et puis quelle est ton activité basket en ce moment? Depuis 37 ans, je suis journaliste et consultant, surtout basket, à Canal+. Donc, sur la version française de Canal+, malheureusement, il y a de moins en moins de basket. Nous avons encore les matchs des équipes de France, hommes et femmes, et aussi le Basketball Champions League, une Coupe d'Europe organisée depuis 4 ans par la FIBA. Parallèlement, je suis consultant et journaliste sur la NBA pour Canal+ en Afrique. Alors, Canal+ en Afrique, c'est 6 millions d'abonnés dans 25 pays francophones, notamment de l'Afrique noire, pas en Maghreb, mais plutôt plus au sud. Et donc, on sait que notamment la NBA fait partie des produits phares juste derrière le foot pour séduire 6 millions d'abonnés africains. Donc, c'est intéressant de noter que ça fait plus d'abonnés qu'en France maintenant pour les différentes chaînes de Canal+. Et je pense que bientôt, je prendrai ma retraite après avoir été exclusivement journaliste à Canal+ pendant tout ce temps parce que j'ai toujours été bien. Les gens me demandent pourquoi vous n'avez pas été à beIN quand ils ont repris les droits NBA. Mais Canal m'a toujours très bien traité à tous les niveaux. Beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité, beaucoup de respect, tout simplement. Et c'est pour ça que j'y suis resté depuis si longtemps.
Au-delà d'être la voix du basket, est-ce que tu te considères un peu comme l'historien aussi des baskets? Parce que du basket, la NBA, du basket français, européen, est-ce que tu le fais vivre? Tu fais vivre le Oui, basket? oui, oui, en plus, vu mon âge et mon expérience, le rôle de historien de tous les baskets me convient très bien. Et d'ailleurs, on fait un magazine NBA, je l'ai fait tout à l'heure. C'est 1h30 en prime time tous les vendredis pour le continent africain. Et souvent, mon rôle, c'est de rappeler que le basket n'a pas démarré avec Kobe Bryant, LeBron James ou Steph Curry. Et les joueurs les plus récents, ou Trae Young ou Doncic. Donc je peux toujours comparer avec les différentes époques parce que j'ai commencé à regarder la NBA en fait dans les années 60, vers l'âge de 10 ans. Donc, à l'époque de Chamberlain et Russell. Après, j'ai connu Julius Erving dans les années 70, Magic et Bird dans les années 80, Jordan dans les années 90. Après, Tony Parker, les Spurs depuis 2000. Et puis, LeBron, Steph Curry, Miami et maintenant les Lakers. Donc ça fait beaucoup de commentaires. Je pense que je suis recordman du monde pour le plus de finales NBA, Super Bowl, compétition FIBA, Coupe du Monde, Eurobasket. J'ai fait 6 Jeux olympiques sur place. Donc bon, c'est pas officiel, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait autant dans le basket à travers le monde. Tu as un accent particulier forcément parce que tu es américain. Est-ce que tu en joues ou parce que ça fait plus de 30 ans que tu es en France? Est-ce que c'est ta signature? Tu surjoues un petit peu ou tu l'as pas totalement abandonné? En tout cas, oui, on me parle depuis les tout débuts à la télévision de mon accent. Et le plus drôle, c'est qu'en fait, je m'en suis jamais occupé. J'ai ni essayé de forcer le trait, ni gommer l'accent. Et en plus, Béatrice disait, bah, surtout, ne gommez pas ton accent parce que ça fait partie de ton succès. Mais bon, par contre, j'aime pas quand on réduit mon succès uniquement à mon accent, un peu à l'image de Jane Birkin dans la chanson française. Et d'ailleurs, il y a un grand journaliste de l'époque, Jean Rénal, qui commentait du basket sans être expert là-dedans dans les années 70. Et il m'avait dit, ah, tu as eu de la chance d'avoir ton accent parce que sinon, tu n'aurais jamais réussi dans ce métier. Donc, j'ai entendu des choses pas très agréables par rapport à ça. Mais bon, l'accent fait partie de moi. J'ai appris le français un peu sur le tard. Ma mère est française, mais j'ai pas tellement. J'ai été trop feignant pour vouloir apprendre très jeune. Et c'est après, quand j'ai pu faire des bonnes notes au lycée, à l'université, que j'ai forcé sur les cours de français, mais avec des profs qui parlaient avec des accents floridiens. Donc, ce n'était pas l'accent français qu'il faut. Donc, j'arrive en France, j'avais des notions de français et cet accent très épais qui existe toujours, mais je pense que j'ai progressé dans le grammaire et dans le vocabulaire après maintenant 44 ans à vivre en permanence dans ce pays. Mais c'est vrai que ça m'offusque un peu quand on réduit mon succès à uniquement mon accent ou les expressions que j'ai un peu importées en France ou les coups de gueule ou les coups d'enthousiasme. Bon, tout ça, ça fait un peu partie de mon style et je revendique tout ça, mais je ne voudrais pas non plus être réduit à une sorte de caricature de moi-même non plus, quoi. Bah, pour parler de ton style, Timothée, on va lancer une petite vidéo de Georges qui. Alors, tu es speaker aussi au All-Star Game, ça te tient à cœur aussi, ça? Tout à fait. Ben, j'ai toujours fait animateur de salle en parallèle de mon travail de journaliste. En fait, tout ce qui touche au basket, j'ai été joueur, entraîneur. J'ai failli être président du club de Paris à une époque. J'ai un peu tout fait autour de ce sport et j'ai tout aimé. Donc là où j'ai pu être utile, j'ai été content de participer. Parce qu'effectivement, là, tu es redevenu speaker à Nanterre, mais tu l'avais déjà été il y a pas mal d'années. Oui, pendant des années, quand le PSG Racing, c'était PSG Omnisport qui était lié au foot,
Canal+, était le propriétaire de tout ça, un peu comme Barcelone avec Plein Sport, Club Omnisport. Et donc, j'étais dirigeant du basket, conseil d'administration, directeur de communication, et après speaker. J'ai fait speaker aussi pour Paris à l'époque de Louis Nicolin. Et après aussi, quand ils ont fusionné avec Levallois. Et cette année, Nanterre m'a demandé de reprendre un peu cette activité qui me plaît bien aussi. On va t'écouter, alors t'enflammer un petit peu. Donc cela, c'était au All-Star Game. Vous permet de comprendre le parcours de la balle et de la balle, eh bien. Oui, mais c'est une c'est pas ce qu'il peut lui faire, parce que je pense que les différents animateurs doivent couper le son de la vidéo, peut-être, parce qu'on l'entend plusieurs fois. Ou le baisser à un moment, parce que baisser le son de la vidéo, je pense qu'entre les différents animateurs, on l'entend dans le... D'accord. C'est bon pour tout le monde. Oui, couper le micro, parce que sinon, on entend le... On les entend tous. Il est plus connu pour shooter que pour passer. Je l'ai jamais vu faire une passe. Allez, regardez, voilà Georges Eddy qui vous permet de comprendre le parcours que vont utiliser les meneurs. Alors, il a mis le premier, il rate le deuxième. Il faut savoir que sur chaque panier raté, eh bien, il y a 12 secondes supplémentaires de crédité au temps. Et en fait, à la fin, on compte le temps final. Et oui, ça, c'est sa spécialité, le shoot de loin. Maintenant, les dribbles. Ah, il est royal, hein. Il suit le ballon parfaitement. Voilà, la petite passe. Bien joué, Georges. Comme quoi, ça va casser la légende. Georges est capable de faire des passes. On peut dire que c'est aussi un passeur. Et la main qui reste toujours aussi sûre. Il dirait qu'elle touchait. Magnifique. Par contre, après, il n'aura plus du tout de souffle pour continuer d'animer cette journée. Voilà, ça c'est dribble dans le dos, c'est pas facile. Et chaud au milieu du terrain, il excelle là-dedans. Regardez. Georges Eddy, superstar, qui met le shoot du milieu du terrain au premier essai. Bravo Georges pour cette démonstration. Jean-Louis Machu vous remonte le shoot du milieu du terrain. Oh là là, il aurait pu gagner 200 000 euros. À demain, c'est rare. C'est réalisé sans trucage, Georges, hein, bien sûr. Voilà pour la démonstration. Quel panier! Là, tu étais presque à 100 000 euros, là. Tu n'étais pas loin, hein? Oui. Ah bah, c'était franchement un grand moment. C'était complètement inattendu. Et j'avais eu une chance sur 1000 de réussir le panier du milieu de terrain. Et ça doit remonter à 2007. Et donc, depuis 13 ans, ce vidéo me poursuit sur différents sites Internet. Mais c'est toujours avec autant de plaisir que je revois cet exploit. Bon, vous avez vu que ma vitesse d'exécution était assez lente, mais bon, le poignet, il était à la fin. Là, justement, revenons à ta vitesse d'exécution. Ouais. À ta vitesse d'exécution, à ton arrivée en France, peut-être revenir sur ton arrivée en France et tes premières expériences et de fait ton arrivée à Châlons. Comment ça s'est passé? Une arrivée à Bagnolet, entre autres. Enfin, là, comment s'est passée ton arrivée sur notre territoire français? Oui, bah, c'était un pur hasard. Donc, ma mère était française et on devait venir voir sa famille pendant les vacances d'été. J'étais à l'université de Floride et on a cherché un club juste pour que je puisse m'entraîner. Et donc, des amis ont contacté Bagnolet et eux, ils ont dit, ah, bah, si sa mère est française, il pourrait peut-être jouer comme joueur français. Et c'est comme ça que je suis devenu le deuxième franco-américain qualifié en première division en France. Et tout cela sans avoir été ni joueur dans mon lycée, ni à l'université de Floride à Gainesville, la même école que Joachim Noah. Mais comme je n'aimais que le basket, je m'entraînais avec des très bons joueurs, environ 4 heures par jour pendant des années. Et donc, j'ai fini par atteindre un niveau correct où un club de première division, après 1 heure d'essai dans la petite salle de Bagnolet, me propose de devenir joueur du club. Je ne connaissais pas
le déroulement du championnat. Je ne savais pas qu'il y avait du basket semi-pro en France à l'époque. Je voyais la salle de Bagnolet, je croyais que le niveau devait être nul, que j'allais être la star du championnat, parce que je me suis dit, bah, cette petite salle, c'est même pas une salle d'école élémentaire aux États-Unis, vous voyez. Mais bon, après, dans l'essai que j'ai fait le jour où j'ai rencontré les dirigeants, en face de moi, j'avais un joueur qui s'appelait Franck Casalon et un autre qui s'appelait son meilleur ami, Hervé Dubisson. Et donc, on faisait du 2-2, moi avec un joueur de Bagnolet contre Hervé Dubisson et Casalon. Et j'ai compris tout de suite que finalement, il y avait quand même des joueurs français qui avaient un niveau plutôt correct et que j'allais peut-être pas tout casser tout de suite. Et puis après, j'ai appris comment fonctionnait le championnat de France, les divisions. Alors, la première année, donc c'est en première division, je n'avais jamais joué même dans un club organisé ou une école aux États-Unis. Donc, tout était nouveau et je devais tout découvrir. Mais bon, j'étais passionné. C'était le rêve de ma vie de gagner ma vie en faisant ce sport, chose que je pensais était totalement interdit pour moi. Donc, je me suis investi. Au début, je n'étais pas très performant, j'ai pratiquement pas joué. Et ils voulaient même me renvoyer aux États-Unis parce qu'ils disaient, oh là là, c'est un peu cher ce qu'on paie à ce franco-américain qui n'est pas meilleur qu'un Français. Et c'est Max Dorigo, il me proposait un billet d'avion. Vas-y, on t'a assez vu, tu dégages. Et c'est là où j'avais un copain américain qui m'a convaincu de ne pas laisser tomber. Et je suis revenu les voir, j'ai dit, tiens, ton billet, même si vous coupez mon salaire, je veux rester, je veux progresser et advienne que pourra. Alors, il se trouve qu'après, on a un Américain qui se casse la jambe, l'autre Américain qui en a marre parce qu'on joue le maintien et il quitte l'équipe. Et Laurent Dorigo, la star qui jouait devant moi, est suspendu pour avoir tapé sur un arbitre. Donc, on se retrouve tout d'un coup avec pas beaucoup de joueurs et je passe de celui qui joue jamais au sixième homme, voire titulaire. Et là, en jouant, j'ai mis 20 points un tour, 16 points un joff. Et donc, je commence à faire un peu parler de moi parce qu'en première division, avec l'équipe et tout ça, les infos circulent vite. Et c'est comme ça que j'ai pu taper dans l'œil du club de Chalon-sur-Marne, qui était très ami avec Bagnolet parce que Bagnolet, c'était Tollens, les peintures, et le sponsor de Chalon-sur-Marne, c'était la Société champenoise de papier peint. Donc, ils étaient liés dans le business entre Tollens, Bagnolet et Chalon-sur-Marne. Le président du club était le PDG de Société champenoise de papier peint. Donc, tout ça s'est fait. En fait, c'est Bagnolet qui dit, bon, on a ce franco-américain, on ne va pas le garder, mais peut-être pour troisième division, ça pourrait vous aider. Et donc, ils m'ont vu. On a fait un match amical entre Bagnolet qui fusionnait avec Stade français et Chalon-sur-Marne. Je pense que j'ai mis une bonne vingtaine de points. On me propose tout de suite un contrat de 2 ans où je travaille à l'usine et j'ai été joueur entre guillemets professionnel. Et c'était un très bon choix parce qu'on a joué la montée les 2 saisons. On finit deuxième. Il n'y avait que l'équipe classée à la première place qui montait. Et la première année, je tourne à 30 points par match. La deuxième année, 25. Donc, je fais des cartons. Je fais un peu parler de moi. Et par la suite, c'est le club de Caen de Jean Gall en première division qui me recrute après 2 super saisons à Chalon-sur-Marne où, à tous les niveaux, dans mon travail dans l'usine de papier peint ou en coachant les seniors filles ou les cadettes, on était champion de Champagne ou en tant que joueur et surtout en tant que joueur. On remplissait la salle pour le derby avec Reims. On mettait 800 personnes dans la petite salle Daniel Cabot. C'était Daniel Cabot qui était le general manager. Là, on me voit, j'avais des très longs cheveux, un bandeau pour pouvoir voir le panier. Il n'y avait pas de panier à 3 points. Donc, tourner à 30 points par match dans ces conditions, dans une troisième division qui valait à l'époque ce que vaut la N1 aujourd'hui. Donc, c'est un très bon niveau. Et on a fini deuxième 2 années de suite pour une défaite contre Reims. La première année, on ne monte pas.
et pour une défaite en fin de saison à Mont-Saint-Barreuil, on ne monte pas. Bon, c'était une grosse déception, mais on était tout près. Là, je vois tous mes coéquipiers, les frères Somsou, Jackie Millard qui nous suit ce soir. En fait, j'ai que des bons souvenirs de cette époque et j'ai eu que des bons rapports avec tout ce beau monde-là. On avait le roi Gibbons était entraîneur-joueur, un pivot, et la deuxième année, on avait encore un troisième Américain qui, lui, mettait 35 points par match. Et il s'appelait Anderson. Et bon, franchement, là, on avait vraiment ce qu'il fallait. Mais bon, ça s'est joué sur 2 possessions à Mont-Saint-Barreuil où je me suis retourné le droit. J'en garde encore des séquelles de cette blessure pour marquer ce moment douloureux dans l'ascension de Châlons-sur-Marne, devenu Châlons-Champagne, devenu Châlons-Reims. Et j'étais très heureux de voir la progression du club après mon départ. C'est bizarre, tu n'as pas commenté la première photo quand on te voit avec les papiers peints là. Tu peux raconter un petit peu l'anecdote où le contremaître te disait que en fait, tu étais employé, mais que tu fallait rester de côté. C'est ça? Vas-y, raconte un peu. Il croyait que c'était un emploi fictif, mais il fallait quand même que je sois présent. Donc, il me mettait dans un coin, il a dit, tu mets ce tas de trucs-là et après, tu les remets à la place auparavant. Et après 1 heure, j'ai dit, écoute, je crois que vous n'avez pas très bien compris, mais moi, je ne peux pas ne rien faire comme ça chaque jour. Donc, il faut me trouver un vrai job. Donc, j'ai conduit la camionnette, j'ai rempli et déchargé des camions remplis de tonnes de papier peint, ce qui m'a renforcé physiquement. Donc, à la limite, c'était un entraînement physique tout à fait adéquat pour aller avec les entraînements de basket. Et je garde un très bon souvenir. D'ailleurs, parce que moi j'avais fait des études universitaires, j'avais une licence à l'Université de Floride, et ça m'a fait rencontrer le monde du prolétariat, si vous voulez. Ma famille était pas riche, mais était plutôt bourgeoise et plutôt aisée aux États-Unis. Et là, j'ai été avec les ouvriers, le prolétariat, et c'était une éducation supplémentaire avec tout ce qui touchait au basket. Et honnêtement, en plus, je raconte souvent ça à ma fille, qui est une enfant gâtée de parents aisés, etc. Et j'ai dit, mais tu sais, avoir vécu des difficultés c'était dur comme travail. En hiver, on mettait 4 couches de pulls parce que c'était dehors. Donc, il faisait -5, à conduire la camionnette, pas chauffé. Bon, vous voyez l'ambiance. Mais ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup appris. C'était une ambiance familiale à cette époque-là. Avec le président, il y avait certaines soirées qui se poursuivaient assez longtemps. Voilà, c'était vraiment une ambiance. Oui, alimenté au champagne, surtout après des belles victoires. Et parfois, j'en ai abusé, je l'avais regretté. Et il faut savoir fêter ça avec modération. En fait, la famille Somsou comptait beaucoup pour moi. Donc, ils m'ont souvent invité le week-end au déjeuner familial le dimanche. Donc, je me sentais vraiment impliqué à tous les niveaux. Après, j'ai coaché, comme j'ai dit, les jeunes et les filles. Donc, j'étais presque à la salle tous les soirs. On jouait le samedi. Après, je coachais les seniors féminins le dimanche après-midi. Les matchs des cadettes, je ne me souviens plus quand c'était, mais probablement le samedi matin ou le dimanche matin. Donc, j'avais un planning bien chargé. Hein. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que 3 chaînes publiques de télé. Et en plus, ça m'a permis aussi de doubler mes émoluments. Et comme on me proposait voiture et appartement, j'ai mis tout cet argent de côté parce qu'à l'époque, je peux vous dire, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour dépenser son argent, à part aller au cinéma ou aller au flunch. Donc, c'était vraiment positif à tous les niveaux pour moi.
Je crois que tu étais un joueur de basket avec qui c'était sympa de négocier, non? Tu n'as pas une histoire avec une négociation de salaire à Bagnolet, hein? Il me semble avoir lu ça dans ton bouquin. Oui, alors, il faut que je raccourcisse mes interventions, mais avec Bagnolet, c'est très simple. Je ne savais pas il y avait du professionnalisme. Donc, je fais cet essai d'une heure en 2 contre 2. Le président dit, on te prend. Je dis, OK, très bien. Et après, il dit, mais combien tu veux? Je dis, ah bon, pourquoi les joueurs sont payés? Donc j'essaie de réfléchir vite et je me dis, aux États-Unis, les joueurs universitaires, on leur donne le logement. Donc je me dis, je vais demander le prix d'un logement. Je sais que le studio que j'allais louer, ça valait 800 francs par mois. Donc je dis, je veux 800 francs par mois. Et le mec, il dit, top, c'est bien, il n'y a pas de souci, tu es engagé. Bon, après, il y a le joueur américain de l'équipe qui m'invite à boire une bière. Il me dit, mais t'es complètement fou. T'es le deuxième franco-américain en France. Ils vont te considérer un peu comme un Américain. Tu aurais pu demander 5 fois plus. Je dis, ah bon? Donc, j'étais totalement naïf et je ne connaissais rien. Mais bon, ça m'a quand même fait tilt dans ma tête. Donc, je retourne chez ma grand-mère à Chatou, dans les Yvelines. Et je lui dis, j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, l'autre jour m'a dit que peut-être j'aurais pu demander beaucoup plus et j'ai demandé que 800 francs. Donc, avec ma grand-mère, on rappelle le président et ma grand-mère, elle dit, excusez-moi, mais mon petit-fils, il n'a pas bien compris. Il voulait demander $800. Et en plus, le président a dit, OK, d'accord, pas de problème. Il accepte tout de suite au téléphone. Et donc, ça faisait 3500 francs à peu près. Et c'était mon salaire pendant les trois premiers mois. Et après, quand ils ont décidé que j'étais pas bon, ils ont descendu mon salaire à 1000 francs. Et c'est là où j'ai décidé de quand même rester. Et après, quand je commençais à jouer beaucoup, ils m'ont augmenté à 2500 francs, ce qui à l'époque était suffisant pour vivre. Donc, c'était assez rocambolesque. En plus, j'ai vécu la descente de Bagnolet, qui était un club légendaire, qui avait été champion de France, un peu du même niveau que Villeurbanne dans les années 60. Donc, j'ai appris très vite sur le tas cette année-là. Okay. Donc, ça veut dire que le RCB ne te donnait pas assez, parce qu'a priori, entre l'Espé Chalon et Caen, tu as failli t'arrêter à Reims aussi. Ils sont venus me recruter. J'ai dit, j'ai mis 30 points par match, et notamment contre eux, j'ai dû mettre 36 à Chalon. Donc, Gérard Bosque et Philippe Sauret et Francis Charneux sont venus me rencontrer dans mon HLM à Chalon, en me proposant, donc eux, ils allaient monter en 2 à notre place, et ils me proposaient de jouer en 2 avec eux. Et c'était tentant parce que moi, j'allais rester encore une saison en 3e division, mais j'avais donné ma parole. Donc, j'ai refusé leur proposition. Et à la fin, on ne monte pas la 2e année et je remonte tout de suite en 1re division à Caen. Donc, finalement, pour ma carrière, c'était plutôt une bonne décision de ma part. Mais bon, c'était une reconnaissance qui cherche à me recruter, quoi. Tu as joué jusqu'à quel âge alors, du coup Alors, j'ai fait 15 ans. Une saison à 30 ans, j'ai été entraîneur en 1re division du Racing Club de Paris pendant 6 mois. J'avais remplacé Dorigo, quelle ironie, qui était mon coach. Donc, j'ai fait 14 saisons de joueur, une saison de coach pro en 1re division que j'ai regretté parce que j'avais envie de jouer. Et coach à 30 ans, j'étais le plus jeune coach en 1re division. On était 4e quand ils ont décidé de me limoger pour mettre André Buffier à ma place. C'est lui qui m'avait recruté. Il était general manager vieillissant. Et c'était Jean-Michel Sénégal, mon meneur. Et c'est lui qui allait reprendre le coaching après. Donc, de toute manière, ça ne me plaisait pas, le rôle de coach. Même quand vous gagnez, vous avez des joueurs qui jouent moins, qui ne sont pas contents, leurs femmes, leurs agents. On refait le match dans le cocktail d'après la rencontre. Alors, si vous perdez, vous êtes obligé de défendre chaque décision que vous avez prise. Donc, rapidement, j'ai compris que j'allais être plus heureux en tant que consultant télé que comme coach de haut niveau où la pression
et constante et virulente. Tu avais déjà commencé donc à être consultant à cette époque-là ou Oui. l'opportunité s'est présentée juste après? Non, en fait, donc j'étais joueur 100% professionnel et je coachais les équipes de jeunes en même temps, de 77 à 85. Alors en 84, Buffier me recrute au Racing. C'est la première année de la ligne à 3 points. Et je suis le meilleur marqueur de la Pro B ou la N2 de l'époque, après les matchs allés avec 30 points par match. Et un match à 46 points avec 11 paniers à 3 points contre Saint-Brieuc. Et je crois que c'est encore le record aujourd'hui pour un Français en Pro B. À confirmer, mais je ne crois pas qu'un Français a fait plus depuis. Peu importe. Donc, cette année-là, on était invaincus après les matchs allés. On finit par battre Nancy pour monter en première division, une chose que le Racing avait attendue depuis très longtemps. Et cette année-là, Canal+ commence à diffuser. Et moi, j'ai eu l'idée brillante de proposer mes services comme consultant NBA à la chaîne en me disant, bon, je parle français, je connais la NBA depuis très jeune et je suis fan et connaisseur de ce truc-là. Donc, je me propose d'aller savoir ce que ça va donner. Et mes coéquipiers m'ont dit, mais t'es pas assez connu, tu joues en deuxième division, ils vont prendre un mec comme Dubuisson au Sénégal, t'as aucune chance. Et je pensais qu'ils avaient raison. Donc, je n'ai même pas relancé derrière. J'envoie une lettre à Charles Bietri. J'y crois pas. Mais bon, il trouve personne d'autre. Et il m'appelle 2 semaines avant le premier match. Il dit, écoute, on a retenu votre candidature. On va vous laisser faire un match. Et si c'est correct, on fera un deuxième match. Mais si c'est vraiment mauvais, je vais te remplacer dès la deuxième semaine. Donc, j'avais une pression colossale sur le dos. Mais en fait, l'année où j'ai fait ma meilleure saison comme joueur en montant en première division, je suis dans les meilleurs marqueurs de la Pro B. Et c'est la même année que Canal+ me recrute et j'y suis depuis 37 ans. Donc, et c'est la première année de la ligne à 3 points et c'était ma spécialité. Donc, 84-85, c'était le tournant de ma vie. Et j'ajoute, je sortais même avec un mannequin à l'époque, chose qui était très improbable. Donc, c'était le Nirvana. Et donc, tu as des souvenirs précis de ton premier commentaire? Là, c'était quel match? Boston, c'est ça? Boston-New York? Boston de New York, parce que Bietri avait choisi de diffuser tous les matchs, ou que des matchs des Knicks de New York. Heureusement, dès la deuxième saison, j'avais convaincu Bietri de diffuser le meilleur match de tout le championnat NBA. Et comme ça, on voyait des matchs de meilleure qualité. Et puis bon, ce premier match, c'était en direct avec Bietri qui était aussi crispé que moi. Et on a vu la cassette quelques années après. On se trouvait terriblement mauvais, crispé, pas de sourire, on n'arrivait pas à se lâcher, quoi. Mais heureusement, Pierre Lescure, le patron de la chaîne, il a vu le match, il a appelé Bietri juste après, il a dit, écoutez, cet Américain, il a l'air de bien comprendre le sujet et on va faire un peu de chemin avec lui pour voir si on arrive à le faire progresser rapidement. Et ça, c'était un tournant aussi parce qu'ils auraient pu dire, bon, c'est mauvais, on trouve un autre tout de suite. Et finalement, je me suis tellement investi, je pense que la progression a été assez rapide. Et en plus, j'ai appris tous les aspects du métier, dérocher un match, faire le montage. En fait, c'est un peu comme quand j'ai été à Chalon-sur-Marne comme joueur au début de ma carrière. J'ai appris très rapidement sur le tas avec des mentors comme Charles Bietri, Michel Denisot, Philippe Gildas, André Rousselet et Pierre Lescure. Donc, je ne pouvais pas être à meilleure école. On a la vidéo là de ce premier commentaire, là, je crois. On a ça, ouais. On va t'écouter. Alors, première ratée de Bernard King et première réussie, une magnifique tir en cloche de Larry Bird, élu meilleur joueur dans l'NBA l'année dernière, c'est-à-dire le most valuable player. Et voilà Bird qui pique le ballon, qui protège avec sa main gauche maintenant en dribblant le terrain. Oh, formidable ce passe.
Eh oui, c'est une autre époque, hein. Oui, oui, c'est notre époque. Imaginez le stress que je ressentais. Parce qu'en fait, on commentait en direct. C'était pas enregistré. Donc, si on se plantait, on pouvait pas reprendre. Hein. Mais Billetterie voulait ça parce que ça nous mettait dans le bain et ça nous testait tout de suite et c'était pas une mauvaise idée. Donc après, tu as commenté les finales NBA, tu as été sur place. C'était en quelle année ça? 91, tu as commencé, c'est ça? Oui, c'est le prochain tournant dans ma carrière. Au lieu de faire des matchs en différé d'une semaine, on reçoit les bonnes par avion des États-Unis. On n'avait aucune information. Il fallait vraiment chercher des choses à dire. À partir de 91, France 3 a diffusé des matchs NBA et Canal+, pour faire plus fort, a décidé d'aller commenter des finales aux États-Unis. On était seulement le 3e pays avec Mexique et l'Italie. Donc, on était vraiment des pionniers. Ils nous mettaient tout en haut de la salle, le Forum de Los Angeles. C'était Jordan face à Magic. Et là, c'était le grand début des directs et Canal qui investissait dans la NBA parce qu'ils voyaient que c'était un produit avec un vrai potentiel. On va regarder la vidéo là justement de ce commentaire. Bonsoir, les Bulls de Chicago ne sont plus qu'à une victoire de leur premier titre de champion NBA après avoir remporté les 3 derniers matchs face aux Lakers de Los Angeles. Il suffit donc maintenant en effet d'une seule victoire lors des 3 prochains matchs pour les Bulls pour que ceux-ci puissent bénéficier de l'anneau destiné aux champions. Et cette victoire a ouvert déjà la canette ce soir à Los Angeles, car les Lakers sont en petite forme. La blessure de James Harden à la cheville révélée dimanche dernier. De la même façon, Byron Scott s'est blessé à l'épaule après un choc avec Bill Cartwright. Jouer les affaires peut-être derrière et les 10 les plus présents sont les 10 joueurs que ce soir avec bon absent justement en 5 majeurs. Voilà, 2 majeurs qui ne sont pas là. Et voilà, ce soir, il est temps que les Lakers gagnent. C'est moi qui est sur le pancarte. Et vous savez, malheureusement, les Lakers, ils n'ont plus les tickets. Le public, comme les joueurs un peu désespérés, pris des places au marché noir de ces fameux billets sont en chute libre. La clé de la rencontre ce soir, la performance des joueurs remplaçants, des joueurs de banc comme Teagle, comme Michael Thompson, comme AC Green. Ces joueurs jouent très très gros ce soir. Pas seulement le résultat d'un match important de la finale NBA, mais peut-être tout simplement leur contrat et leur place dans l'équipe l'année prochaine. Début du match dans quelques minutes, mais avant, pour se mettre en bouche, comme on dit, des images de deux stars de ces deux équipes, le numéro 32, Magic Johnson pour les Lakers, et le numéro 23, Michael Jordan pour les Bulls de Chicago. Des images préparées par Thierry Burgalière. C'est une année importante, 91, pour un autre fait, c'est que c'est le premier numéro de 5 majeurs, si je ne m'abuse. Oui, que j'ai participé à créer après New Sport avec Jerome Sicard, ancien journaliste de l'équipe, et Jean de Noyac, qui était un grand créateur de magazines. Oui, donc les magazines commençaient à prendre ou jouer un rôle important dans la popularisation du basket NBA. Particulièrement dans les années 90. C'est un peu moins vrai maintenant, mais ça a été quelque chose pendant les années 90. 5 majeurs, c'était la référence. Oui, oui. D'abord, New Sport, c'était tous les sports américains. Après, 5 majeurs. Et ça correspondait surtout au début du phénomène Michael Jordan, Nike, Jordan en 90 à Paris, à Géo André. Ils ont une salle de 1500 places et il y a 10 000 personnes qui se présentent. Et je monte sur un car pour leur dire à 8 000 personnes de rentrer chez eux. J'ai jamais été hué autant de toute ma vie. Je crois qu'on a la vidéo de Géo André, donc on peut illustrer ce que tu es en train de nous raconter. Peut-être tu peux nous refaire un petit peu le contexte de ça. Comment ça s'est passé? En fait, Nike avait sous-estimé l'impact de Jordan sur le public français. Il pensait qu'une petite salle Géo André de 1500 places était suffisant. Il est venu quelques années auparavant dans l'anonymat pratiquement. Mais bon, là, je le disais parce que moi j'étais dedans à la télé et tout.
je le disais, attention, je pense qu'on pourrait remplir Bercy pour Jordan, ou minimum Coubertin. Et en fait, Nike ne m'a pas écouté et Jordan a failli ne pas faire l'événement parce que, bon, je dis aux gens de rentrer chez eux. Donc, 8000 personnes s'en vont, mais tu as 2000 qui essaient de rentrer dans la salle. Il y a des baies vitrées qui ont explosé. Il faisait 35 degrés ce jour-là. Et les gens étaient comme des sardines dans cette petite salle. Il n'y avait que la surface du terrain qui était dégagée. Et il y avait des êtres humains jusqu'aux lignes de touche dans tous les recoins de la salle. Et donc Jordan, avec ses gardes du corps et ses avocats, était cloîtré dans le vestiaire. Et il ne voulait pas faire l'événement. Il disait, dès que je sors, ils vont me sauter dessus, ils vont me prendre mes vêtements, ça va être dangereux, ça va être le cohue. Et moi, j'ai réussi à convaincre Jordan qu'on allait l'entourer, que j'allais communiquer au public que si quelqu'un s'approchait de lui, on annulait tout de suite l'événement et qu'il fallait que tout le monde se tienne bien. Sinon, Jordan ne faisait pas le match. Et bon, j'ai réussi à le convaincre. Et il y a des images de ça où on l'entoure pour sortir. Il est entouré par toute la salle, mais les gens se sont bien tenus. Et Jordan a joué une mi-temps dans chaque équipe. Il a fait un spectacle grandiose avec des dunks et des passes aveugles dans tous les sens. Je pense que pour les gens qui ont été dans la salle, ça reste un énorme souvenir. Et ça reste un des plus grands souvenirs de ma carrière parce que j'ai été dans l'intimité de Michael Jordan pendant une semaine comme guide, traducteur, protecteur, animateur, intervieweur, journaliste. Et c'est là où j'étais le plus proche de lui de toute ma carrière. Et après ça, chaque fois que je le croisais pour les finales NBA où il était présent, il m'accueillait un peu comme un vieux copain plutôt que comme un journaliste pour qui il fallait se méfier. Donc c'est pour ça que j'imagine que c'est par ton entremise qu'il est venu sur le plateau de Nulle part ailleurs un peu plus tard. Forcément, Oui, donc ça c'était un autre summum parce qu'il nous accorde 1 heure d'interview en exclusivité à Nulle part ailleurs avec Guillaume Durand. Il ne faisait rien d'autre au niveau des médias parisiens pendant le tournoi McDonald's où il y avait justement l'équipe du PSG Racing dirigée par Canal. Donc, bon, cette heure d'interview, on peut encore le voir sur Internet. C'était le summum par rapport à la NBA sur Canal. Bravo. Il était beau. Moi, j'étais habillé comme un supporter lambda. Et lui, il avait la grande classe. Mais ça reste un souvenir grandiose de ma carrière. Alors, l'anecdote, c'est que tous les dirigeants de Canal sont descendus pour essayer d'avoir un autographe. Il a refusé des autographes à tout le monde, y compris Pierre Lescure, le patron. Il était entouré par ses gardes du corps. On voit la différence entre 90, où c'est un petit comité, et là, en 97, c'est une icône mondiale, avec un entourage de 20-25 personnes autour de lui. C'était impressionnant. Ouais, pour toi, c'est. Alors, on va pas aborder encore le thème. On va t'écouter d'abord. Vous n'aimez pas dans tous les domaines, vous voulez gagner chaque fois. Je crois que je suis très compétitif de manière générale, de nature. Je n'aime pas, je déteste. Et après, Michael a dit que c'était grâce à toi que la NBA était devenue populaire en France. Donc, j'imagine que ça fait plaisir. C'est un compliment, forcément. Bien sûr. Bon, ça, c'était plus tard. C'était en 2006 quand il est venu pour une tournée pour sa marque Jordan. Et on l'interviewait dans le sous-sol de Coubertin. Et avant de commencer l'interview, il m'a dit ça. Je ne m'attendais absolument pas. Il a dit, c'est en grande partie grâce à toi que la NBA est populaire en France. Et c'est le plus beau compliment que j'ai jamais reçu. Mais bon, tout ça, ça a commencé en 90. Et après, il ne me voyait pas comme un journaliste étranger lambda.
il me voyait comme quelqu'un qui avait participé à un événement assez unique en son genre avec lui. Ouais, Quoi. mais ça t'a permis d'avoir une relation privilégiée avec lui, ce qui est pas. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et bon, j'avais à peu près le même genre de relation avec Shaquille O'Neal aussi. Parce que lui, moi, je viens d'Orlando. Je me suis entraîné avec les joueurs du Magic pendant les étés quand je retournais chez moi. J'ai fait un peu la même chose pour Reebok et Shaq quand il est venu en France. Traducteur, guide, intervieweur, etc. Et j'avais une vraie rapport d'amis avec Shaq aussi. Donc, ça c'est les deux. Où j'ai été vraiment plus proche et c'est plutôt grâce à leur visite en France. Là, je joue un match d'entraînement à la salle de Levallois avec Shaquille O'Neal et ses gardes du corps. On avait les espoirs de Levallois avec moi contre Shaquille O'Neal et quelques espoirs et ses gardes du corps. Et ça aussi, en plus, à un moment, j'ai fait une feinte de grand-père. Et il a mordu dans la feinte et j'ai dit ramasse ton slip, Shaq. Parce que j'ai fait la grosse feinte et après j'ai chuté et j'ai marqué. J'ai dit Shaq, ramasse ton slip. Alors ça l'a un peu vexé. Il a pris le ballon, il a fait un coast-to-coast, il a pété un dunk. Je pense que le panier de Levallois bouge encore aujourd'hui après ce dunk de mammouth. Pour revenir à Michael Jordan, il y a The Last Dance qui a cartonné il n'y a pas si longtemps que ça. A priori, tu aurais bien aimé faire la voix off sur ce documentaire-là. Surtout que c'était très mal fait par Netflix. Ils ont fait ça dans la précipitation. Donc, les traductions, il y avait une faute de toutes les 3 phrases. Et le voix off, pour moi, n'était pas à la hauteur de ce documentaire. Bon, le documentaire, c'était génial pendant le COVID de pouvoir, tous les lundis et mardis, s'oublier un peu et se replonger dans ses grands souvenirs. Bon, je suis un peu mégalo peut-être, mais je pense qu'ils auraient dû même m'interviewer pour le truc. Mais bon, peu importe. Mais par contre, Netflix, en faisant ça à la va-vite, ils ont eu beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux par rapport au texte, le voix off et les erreurs dans les sous-titres. Mais bon, tant pis pour eux. Bon, du coup, ça va nous permettre là d'aborder le thème. Alors, les partenaires vont pouvoir interagir aussi pour savoir, pour toi, quel est le meilleur joueur de tous les temps en NBA. Est-ce que c'est Michael? Est-ce que c'est Shaquille O'Neal? Est-ce que c'est plus ancien? Est-ce que Magic, Larry Bird? Magic, ouais, il y en a plein, mais moi j'ai une petite idée. J'ai une petite idée de ce que tu vas nous dire, mais. Oui, tout à fait. Moi, je réponds comme Michael Jordan. Michael Jordan dit que le plus grand joueur NBA de tous les temps, c'est Bill Russell, le pivot des Celtics dans les années 60. Il a gagné 11 titres en 13 saisons. Et en plus, les gens ne se rendent pas compte, mais le niveau de la NBA était beaucoup plus élevé parce qu'il n'y avait que 9, voire 12 équipes. Maintenant, il y en a 30. Donc, tous les meilleurs joueurs du pays étaient réunis dans 9 à 12 équipes. En face de Russell, il y avait Wilt Chamberlain, l'homme qui a mis 100 points dans un match, qui a fait toute une saison à 50 points par match. Mais Russell le battait systématiquement avec son équipe de Boston, tandis que Chamberlain jouait dans une grosse équipe à Philadelphie, mais il a toujours été dominé, surtout psychologiquement, par Bill Russell, qui a mis la défense en haut de l'affiche. En fait, il a modernisé le basket. C'est grâce à la défense et la contre-attaque qu'ils ont gagné et grâce à son emprise sur le jeu collectif. Donc, c'est Jordan qui dit, avec ses 11 titres, il n'y a pas photo, c'est Bill Russell, même s'il mettait moins de points ou il faisait moins de stats que Jordan ou Wilt Chamberlain. Donc, ça, c'est mon opinion. Mais après, la grande question, c'est est-ce que c'est LeBron ou Jordan, le meilleur joueur de tous les temps? Ça anime les réseaux sociaux depuis des années. Et pour moi, c'est Jordan parce qu'il a fait 6 finales, il a gagné les 6 et il était MVP
des 6 finales. LeBron, il a fait 10 finales et il a gagné 4 titres. Donc, il lui manque 2 titres pour être au niveau de Jordan. Et il n'a pas été MVP chaque fois. Et surtout, il a perdu beaucoup de finales. Jordan, il n'a jamais perdu une finale. Bon, après, sur la longévité, LeBron est plus fort. Il va être le meilleur marqueur de tous les temps, probablement devant Jabbar dans 3 ou 4 ans. Il est à 36 ans aussi fort qu'il était à 26. Donc, LeBron, c'est un super joueur. Il est dans mon top 5 de tous les temps. Mais avec Jordan, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar et Magic Johnson. Voilà, ça, c'est mon top 5 de tous les temps. Et je mets Jordan devant LeBron. Mais bon, si LeBron gagne encore 2 titres avec les Lakers à côté d'Anthony Davis, c'est possible. Là, il faudrait dire qu'il est au moins légal. Sinon, même il dépassera Jordan. Est-ce qu'on fait un petit sondage là par rapport à ceux qui sont en ligne avec nous pour savoir pour eux quel est le meilleur joueur NBA? Et est-ce que tu as, alors dans le sens inverse, est-ce qu'il y a un joueur que tu te dis c'est le pire joueur que j'ai vu évoluer en NBA ou pas? C'est peut-être plus compliqué. On a vu des joueurs avec des carrières courtes et qui étaient loin des attentes placées en eux. Mais bon, je n'ai pas vraiment un nom qui vient à mon esprit. Je suis plutôt de côté positif et optimiste. Donc, bon, ce qui est certain, c'est qu'en commençant dans les années 60, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait des très grands joueurs à chaque époque. Et le jeu a beaucoup évolué. Maintenant, c'est tout pour les tirs à 3 points, small ball, up-tempo. Les attaques ont pris l'ascendant sur les défenses. C'est exactement le contraire des années 90, par exemple, où les scores étaient plus bas, c'était physique, parfois violent et très défensif. Mais bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a toujours des nouvelles stars qui arrivent. Après LeBron, il y a Steph Curry. Maintenant, on a Doncic, Jokic, sans oublier Kawhi Leonard et tous les autres. Donc, c'est vraiment ça, le fonds de commerce de la NBA avec tout le marketing et tout ça, c'est important. Mais le plus important, c'est qu'ils ont toujours des nouveaux joueurs qui sont brillants, qui sont intéressants. LeBron, c'est le Jordan d'aujourd'hui. En plus, il s'implique dans la communauté sur un plan politique, sur un plan charitable. C'est un père de famille exemplaire. Il n'y a jamais de mauvaise histoire autour de son personnage. Donc, c'est un type fabuleux, LeBron James. Et un représentant génial pour le produit NBA, parce que c'est un produit de sport spectacle, mais ça va au-delà aussi. Ça t'a étonné la carrière Caru? Ah pardon, excuse-moi Grégoire. Si tu devais retenir 3 souvenirs de commentaires de cette époque un peu bénie NBA, là, en tout cas du rayonnement de la NBA à l'international, tu retiendrais quoi exactement comme moment particulier? Oui, j'ai déjà dit la première finale commentée aux États-Unis en 91, ça c'était un tournant parce qu'après on faisait toutes les finales aux États-Unis en direct et tous les All-Star Games. Donc ça donnait beaucoup plus de relief à ma carrière de commentateur sur Canal. Donc bon, 91, un grand tournant. Après, je pense que la plus belle finale, c'était 93. C'était Jordan face à Barkley. Les Bulls gagnent en 6 matchs. Et sur les 6 matchs, il y a eu 5 victoires à l'extérieur. Donc, c'était spectaculaire. Il y a plein de gens en France qui sont restés éveillés à 3 heures du matin pour regarder chaque match de cette finale. Il y avait beaucoup de points. Jordan approchait du record pour le plus de points dans une finale. Donc vraiment, pour moi, c'était le summum. Jordan était à la fois encore assez jeune et athlétique, mais aussi assez mature et avec un jeu technique très développé et un mental en acier. Donc bon, ça, c'est 2 souvenirs. Après, il faudrait mettre quand même un truc avec Tony Parker. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On va y venir. Parce que pour la NBA en France, il y a eu Magic contre Bird, il y a eu Jordan, et après, toute l'époque, Tony Parker, y compris avec l'équipe de France.
Et on avait les droits pour l'équipe de France, donc j'ai commenté tous ces matchs-là aussi. Alors, par exemple, on va dire 2007, parce que Parker est MVP de la finale NBA, meilleur marqueur, et il élimine le jeune LeBron James en 4 matchs, 4-0. Donc, si je devais choisir, on va dire que c'est des moments représentatifs. Mais après, le titre des Bulls en 2014 avec Boris Diaw et Tony Parker qui battent LeBron James et Dwayne Wade et Chris Bosh au sommet de leur art, avec un basket collectif peut-être jamais vu de cette qualité-là grâce à Popovich, mais grâce à Parker, Ginobili, Duncan, Kawhi Leonard. Donc, de 2014, bon, j'ai pas été là-bas parce qu'on n'avait plus les droits, mais disons que en tant que téléspectateur cette année-là, voir Tony et Boris gagner un titre NBA ensemble, parce que j'ai suivi leur carrière depuis qu'ils avaient 15 ans à INSEP, c'était la génération Canal+. Et il le disait sans arrêt, c'est en voyant Canal+ et les matchs NBA qu'on s'est dit, nous aussi, on peut aller jouer là-bas. Et ils l'ont fait et ils ont été champions ensemble. Donc ça c'était un grand moment. Mais après, il y a aussi le championnat d'Europe en 2013 à Ljubljana, avec toute la génération Parker. Après s'être cassé les dents contre l'Espagne maintes fois, ils arrivent enfin à passer le cap et gagner le premier titre européen pour l'équipe de France. La vidéo Ouais, on a la vidéo de la dernière possession, je crois. On va la mettre et on va revibrer un petit peu. Il peut emmener l'équipe de France en finale du championnat d'Europe. Comme Parker au lancement. 4-4 pour Parker, 4-4 pour Antoine Joe. Ils ont de l'eau glacée dans les veines. Il a demandé à son bord, est-ce que je fais faute? Est-ce que je fais faute? Bah oui, il faut la faire la faute sur la montée de balle. Rodriguez, c'est raté. Et la balle sera toujours pour l'équipe espagnole. S'ils avaient pris ce rebond, le match était gagné. Oh, décidément, ça va être jusqu'à la toute dernière seconde qu'on va trembler. Oui, il y avait deux Français qui ont touché ce ballon. Bon, au moins, il a raté son shoot, Rodriguez, parce qu'il était seul. C'est Datum qui sort le ballon. Mais il faut défendre, pas donner de position à 3 points. On fait faute, mais pas de position à 3 points. Rudy Fernandez, Calderon sur Parker. Calderon qui ne trouve pas de shoot. Calderon, Gasol toujours, il reste 3 secondes. Gasol qui prend un shoot n'importe comment. C'est raté. Et la France est en finale. Et donc, grâce à Canal+ aussi, qui avait fait un reportage Inside, il y a eu le discours devenu mythique de Tony à la mi-temps. C'est un grand moment aussi, ça, pour toi, donc, du coup, ce match-là. Un des plus grands. Et à la fin, vous ne l'entendez pas, mais je crie tellement fort que je pète mes cordes vocales en direct. Et après, j'étais obligé de prendre du cortisone pour être capable de parler pour faire la finale 2 jours plus tard. Et donc, c'est à quel point émotionnellement on était investi dans cette génération et dans cette équipe de France avec David Cosette. Franchement, on avait l'impression de faire partie pratiquement de l'équipe depuis des années. Et enfin, le Graal. Ouais, tu disais que tu les connaissais depuis leur époque INSEP, depuis qu'ils avaient 15 ans. Boris, tout ça, ils étaient ensemble. Oui. Ils te considéraient un petit peu aussi. Alors, tu avais une relation privilégiée avec eux. Ils te considéraient un peu comme leur papa, non? Comment? Papa, je ne sais pas. Mais un grand frère, peut-être. Ou je ne sais pas. Ils ont entendu ma voix sur les matchs NBA pendant leur enfance et ils ont sans doute appris pas mal de choses en regardant les joueurs NBA de cette époque-là. Donc, oui, chaque fois qu'on parle de cette génération Tony Parker, nous, on dit génération Canal+. Ça, c'est notre petite coup d'orgueil, on va dire. Mais en plus, ce sont des bons gars. Et surtout, on avait vécu les grosses déceptions. J'ai commenté en 2005 quand Diamantidis met le fameux shoot pour éliminer la France en demi-finale.
la France menait de 7 points à 45 secondes de la fin. Et en plus, on allait rencontrer l'Allemagne de Nowitzki en finale. Ils avaient 15 joueurs et on aurait été champion d'Europe en 2005. Mais bon, énorme déception, beaucoup de larmes. Donc, quand on vit ça, bon, après, en 2007, on est nul. On ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques. Et je me fâche avec Parker en direct à la télévision. Et ça reste sur Internet pendant des années. Mais en fait, c'est comme dans une famille. On vit des hauts et des bas. Et quand on arrive à ce moment où enfin, ça passe, il faut dire qu'en plus, après, j'ai été avec eux quand ils sont allés à nulle part ailleurs, avec Antoine Decaune, je crois, pour fêter ça tous ensemble. C'était grandiose à tous les niveaux. C'est difficile de rester neutre en tant que journaliste quand on les suit comme ça, quand on est aussi proche d'eux. J'imagine qu'on est supporter. Alors ça, c'est un truc. Alors, j'essaie d'être neutre la plupart du temps et objectif. Et je peux. Et d'ailleurs, en 2007, j'étais très sévère avec l'équipe de France et Parker m'a engueulé pendant une émission sur Canal à cause de ça. Mais il faut prendre le bon avec le moins bon. Et il y avait beaucoup plus de positifs que de négatifs à travers, on va dire, ces 15 ans de la génération Parker. Et d'ailleurs, maintenant, je suis très ami avec Boris, Tony. On est très heureux de se recroiser. Et je respecte ce que fait Parker avec le club de Villeurbanne et Batum. Batum, on n'en a pas parlé, mais j'étais très proche de lui quand il était déjà en espoir au Mans. Il était en Euroleague à 18 ans. Je connaissais bien sa mère. Donc, bon, c'est des liens qui se sont tissés depuis très longtemps. Bon, pour toi, Tony, c'est le joueur français le meilleur de tous les temps, j'imagine. Ah oui. Par rapport aux autres générations, il n'y a pas photo. Il est même au moins dans le top 5 des meilleurs Européens de tous les temps aussi. Quel autre Européen a gagné 4 titres à NBA? Aucun. Ni Pau Gasol, ni Sabonis, ni Drazen Petrovic. Donc, au niveau des titres gagnés, c'est Tony le meilleur pour les Européens. Et bon, il y en a eu beaucoup de grands joueurs. On peut peut-être considérer que Petrovic était plus fort individuellement ou Kukoc. Pourquoi pas? Mais bon, Tony par rapport au basket français, bon, il y a Tony, après il y a Alain Gilles, et après il y a Hervé Dubisson, je pense. Dubisson, tu mets pas Antoine Rigaudot dedans? Ah oui, ou Rigaudot, oui, peut-être Rigaudot avant Dubisson. Dubisson, c'était l'individualité brillante, mais avec assez peu de titres. En fait, il a surtout gagné 2 avec Le Mans au début de sa carrière. Rigaudot, c'était le roi de Bologne et de l'Europe, vainqueur de Euroleague, grande carrière. Mais Alain Gilles, je ne me souviens pas combien il a dû gagner au moins 9 titres avec Asvel. Oui, beaucoup, ouais. C'était vraiment. On oublie. Moi, j'ai joué contre lui au début de ma carrière à Bagnolet et je reconnaissais le niveau extraordinaire de ce bonhomme-là. Mais bon, Tony est devant tout le monde, forcément. Même lui, il ne pensait pas faire 17 ans ou 18 ans de carrière NBA, gagner 4 titres. Il est arrivé au bon moment dans la bonne équipe, une équipe qui avait besoin d'un meneur comme lui et un coach qui était prêt à faire confiance après seulement 5 matchs à un petit meneur français de 19 ans. Donc, on ne pourrait pas inventer un meilleur scénario à Hollywood. On va reparler de ce que fait Tony maintenant dans le basket français avec l'Asvel. Mais au niveau des commentaires, tu as commenté aussi l'équipe de France féminine. C'est peut-être pas les mêmes rapports, mais bon, tu as commenté notamment avec une personne qu'on connaît bien ici, Audrey Sauret. Oui, alors elle a commenté un peu pour nous, mais depuis 2012, elle est sur beIN Sport. On a fait commenter Céline Dumerc pour le dernier Eurobasket. Moi, j'étais en plateau à la présentation. Là, je vais reprendre mon rôle de consultant parce qu'elle est General Manager de l'équipe de France pour l'Eurobasket féminin qui aura lieu fin juin
à Strasbourg et pour la phase finale à Valence en Espagne. Et moi, j'ai commenté, par exemple, en 2017, le Eurobasket à Prague, où c'est la fin de la carrière internationale de Céline Dumerc. Mais encore une fois, l'Espagne bat la France en finale. Donc, mon rêve, ça serait de vivre la même chose qu'avec les garçons et voir la France battre l'Espagne en finale de l'Eurobasket féminin cet été. Ça serait génial. Mais je trouve beaucoup de plaisir à commenter le basket féminin. Il ne faut pas comparer, ça n'a rien à voir avec le côté athlétique des hommes, mais c'est le collectif, l'adresse, le QI basket, la tactique, la défense. C'est très riche aussi le basket féminin. On a une petite vidéo là, je crois, sur un de tes commentaires en 2019 à l'Euro. On va regarder tout ça. Non? Euro masculin. Ah, c'était il était en plateau, c'était ce qui a raconté. Ah, c'était en plateau, d'accord. Oui, c'est là où Céline Dumerc a commenté les matchs et j'étais en plateau et là, je vais répondre de ma place de consultant. Mais tu parlais du basket féminin, justement. C'est ce que tu disais, mais à l'époque de l'ESP, déjà, tu t'entraînais les féminines, les cadettes. Donc, c'est un basket que tu suis aussi. Je coachais en parallèle de mon job de joueur, ce qui est sans doute la raison que Buffier m'a confié une équipe de première division à 30 ans au Racing Paris, qui, je précise, a été 9e l'année précédente, et quand ils m'ont viré, on était 4e. Donc, j'ai trouvé ça comme une injustice royale, mais bon, c'était plutôt le président. On avait pris 27 points à la moutette, et Orthez était champion de France en titre. Bon, on s'est fait éclater, mais bon, on n'était pas les seuls. Donc, ça m'a coûté ma place, mais finalement, c'est une bonne chose. On va parler un petit peu du basket féminin, là, parce que il y a ce que fait Tony Parker à Lasvel. Et donc, je ne vais pas dire qu'à Chalon-Reims, ils ont copié, mais il y a eu un rapprochement entre le Reims basket féminin et le Champagne Chalon-Reims basket qui est devenu le Champagne basket. Qu'est-ce que tu en penses? Donne un petit peu ton avis là-dessus. Tu m'as quand même dit en préambule que le Champagne basket c'était plus sexy que Chalon-Reims ou Champagne basket. Oui, non, mais au niveau marketing c'est parfait. Et puis les pétillantes, c'est très bien vu. Mais ça rejoint un peu le projet de Parker avec Asvel, parce qu'il a repris en main le basket féminin qui joue quand même en Euroleague. Et donc, je crois dans ce système un peu club omnisport, parce que j'ai dit pourquoi pas un jour un mariage avec le foot à Reims pour pouvoir toucher plus de partenaires, plus de public. Si on veut faire grandir le basket français, il faut élargir à tous les niveaux, marketing, public, médias. Je trouve ça très bien que maintenant, le basket français est diffusé en clair. Ils font 200 à 300 000 personnes sur chaque match diffusé par l'équipe TV. Sport en France, sur Internet, diffuser match. Donc, tout ça, ça va dans le sens de toucher un public plus large. On est bien d'accord. Hein. C'est clairement l'objectif. Ouais. On va revenir du coup sur le basket masculin, parce qu'on a une archive qui est plutôt intéressante. Tu as commenté un match plutôt intéressant pour ce qu'était le CCRB à l'époque, avant Champagne Basket. Et on va regarder un extrait de ce moment dont j'imagine que tous les supporters, y compris ceux qui sont connectés, se souviennent particulièrement. Ils ont beaucoup de mérite parce qu'ils ont des adversaires de grande qualité en face. Joli, magnifique. C'est encore mieux que prévu. Ah, c'est pas fini. Récupéré par Emineska. Mitchell à 3 points. C'est complètement dingue. 5 points de suite. C'est pas vrai. C'est dingue. Combien de joueurs là? Très bien. On était presque en NBA là. C'était limite d'être un match de NBA. Ouais. David Cosette, lui, il était beaucoup plus championnat de France que NBA. C'était
son truc et il le vendait bien avec ses fins de match à suspense. Là, c'était la période où j'étais de 2012 à 2015. Je me suis vraiment consacré au basket français. On avait un magazine Lundi Basket qui marchait très bien sur Sport Plus. On avait un match sur Sport Plus. On avait un match sur Canal Plus Sport. On était à fond derrière ça s'appelait pas le GP Elite à l'époque, mais sur le championnat de France. Et j'ai beaucoup regretté quand Canal avait décidé en 2015 de s'en séparer. Bon, c'était tout un autre dossier, mais malheureusement, bon, malgré tous mes efforts, j'ai jamais vraiment réussi à imposer le basket NBA ou français ou autre sur Canal Plus en tant que produit majeur. On était toujours derrière le foot et le rugby, et maintenant même derrière le Formule 1 et le motocross. Donc, bon, j'espère que ce n'est pas uniquement de ma faute. On est très content avec l'équipe de France actuellement parce qu'il faut savoir que les seules vraies audiences importantes, c'est avec les matchs de l'équipe de France, les Jeux Olympiques, Coupe du Monde, les Eurobasket, hommes et femmes. Par exemple, je me souviens la finale à Prague en 2017. On avait fait 600 000 abonnés de Canal pour la finale et c'était diffusé aussi sur W9 et eux, ils ont fait 1,5 million. Donc, pour une finale de Eurobasket féminin, on touche 2 millions de personnes quand même, entre une chaîne payante et une chaîne en clair qui était, on va dire, secondaire. Donc, bon, l'équipe de France, ça marche toujours, mais bon, on a perdu la NBA. D'ailleurs, depuis 2012, tous les dirigeants qui sont passés à Canal m'ont dit « Ah, on n'aurait jamais dû perdre la NBA parce que ça ne coûtait pas très cher par rapport au foot, par exemple. Et vous pouvez remplir une chaîne entière parce qu'il y a des bons matchs tous les jours avec des magazines, comme fait beIN, très bien. » Pour le moment, il n'y a pas possibilité que Canal Plus récupère les droits NBA. Maintenant, c'est trop tard pour toi ou... Non. En plus, beIN, il diffuse 2 matchs par nuit, un magazine tous les jours. Canal Plus ne voudrait jamais faire une couverture aussi complète. Et en plus, maintenant, il y a le League Pass. Donc, les vrais aficionados, ils peuvent s'abonner et avoir tous les matchs NBA. Et c'est ce que j'ai dit aux gens. Les gens ne se rendent pas compte, dans les années 90 ou 80, dans les années 80, chaque match NBA, c'était un événement. Il n'y avait qu'un ou 2 matchs par semaine. Les gens passaient des cassettes, se réunissaient pour regarder ces matchs. Et c'était des vrais événements. Et quand il y avait une grosse affiche, c'était vraiment quelque chose. Maintenant, vous avez tous les matchs disponibles grâce à Internet. Donc, ça dilue l'importance d'une seule rencontre. Et c'est pareil pour le foot. Quand on a abondance de tous ces produits, il ne reste plus que 24 heures dans la journée. On ne peut pas tout regarder. Et parfois, on passe à côté de belles choses. Une petite question qu'on a sur le chat. Alors, ça nous remet dans une situation qu'on vit actuellement qui est loin d'être facile. Mais par rapport à tout ce que tu as dit sur l'engouement basket, sur la médiatisation, sur les médias qui diffusent ou qui ne diffusent pas, d'après toi, après ce Covid-là, ce fichu Covid, il faut quoi pour relancer le basket? Il faut quoi pour lui donner un bon coup de boost? C'est quoi la recette miracle pour repartir sur un élan prometteur pour cette discipline? Je pense que nous étions déjà sur un élan prometteur avant le Covid. Donc, comme j'ai dit, les matchs en clair, ça touche un plus grand public, c'est bien. Mais après, il faut vendre ça auprès des partenaires parce qu'il faut monnayer. C'est du sport business quand même. Il faut payer les salaires des joueurs, de l'encadrement, etc. Donc, comment trouver plus de moyens? Parce que c'est vraiment une histoire de moyens. On voit que Parker, avec des gros moyens, il arrive même à exister en Euroleague. Et c'est pas évident. Mais bon, je pense que le fait qu'il y a assainissement des finances dans tous les clubs et beaucoup de rigueur au niveau de la Ligue, ça prépare le terrain pour la reconquête après le Covid. Donc, ça va être les vaccins. Je ne sais pas combien de temps il va falloir pour retrouver une vie un peu normale. Mais je pense que dès qu'on aura la possibilité de remettre des gens dans les salles, ils vont venir. Ils vont aller dans les restaurants aussi.
ils vont aller dans les musées, dans les théâtres. Les gens, ils ont soif de partager des choses avec d'autres êtres humains au lieu d'être toujours cloîtrés chez eux derrière un écran à vivre virtuellement leur vie. Donc, je pense que dès que on peut passer à 25, voire 50%, parce que je vois en animant les matchs de Nanterre, animer un match à huis clos, c'est morne, c'est triste. Mais dès que vous mettez même 100 personnes dans la salle, bon, j'ai fait un match le jour, j'étais à 1000. Je peux vous dire que c'est 1000 fois mieux que le huis clos. Et donc, peut-être il va falloir aller progressivement, mais chaque étape dans cette progression vers les salles remplies à nouveau comme avant, je pense qu'on va y arriver assez rapidement. Hein. Mais bon, il faut que tout le monde soit vacciné ou que le virus disparaît. Okay. Et il y a d'ailleurs une petite demande d'un internaute là, qui demande si pour le premier match du Champagne Basket dans la nouvelle Arena, là, qui va arriver, alors je ne sais pas quand exactement, Grégoire nous le dira, mais est-ce que tu pourrais venir à co-animer ce match-là? C'est une demande. Hein, Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ça va me rappeler les All-Star Games que j'ai animés depuis 2001 jusqu'à l'arrêt du All-Star Game à cause du COVID. Et j'aime bien. C'est une autre activité. C'est pas du tout du journalisme, mais ça participe au spectacle. Ah bah pour le premier match à la RNS, ça aurait de la gueule, comme on dit. Hein, je pense. Rendez-vous pris en cette septembre. Cette arena sera où? À Reims. D'accord, ok, très bien. Voilà, bah, Grégoire pourra t'en dire plus, mais voilà, c'est à Reims, une belle salle de spectacle. Une disposition pour ce match inaugural. D'accord. Je ne sais pas si les internautes ont des questions à poser ou on passe directement sur… Je pense que dans notre discussion, nous avons répondu à la majorité des questions. Il y en a une qui n'est pas inintéressante. Ça revient aux sources. C'est quoi le premier souvenir qui te revient et qui t'a fait prendre conscience de la passion pour le basket? Là, si on remonte aux origines de Georges Eddy. C'est en voyant un match des Harlem Globetrotters chez nos voisins. En fait, j'avais des copains dans le voisinage. Le père était coach des petites ligues municipales et il regardait le basket. Et donc, j'ai commencé peut-être à 6-7 ans par les Globetrotters. Et assez rapidement, je venais le dimanche après-midi pour le match NBA de la semaine avec cette famille. Et après, il était mon coach quand j'ai commencé à jouer à 10 ans. Et c'était la machine était lancée. Il y a un petit commentaire, enfin une petite question. Quel est le plus gros coup de chaud d'un joueur que tu as eu à commenter? Oh, bah, peut-être quand Jordan met 6 paniers à 3 points en premier mi-temps d'une match de la finale contre Portland en 92. Surtout qu'il n'était pas vraiment connu pour être un énorme shooter à 3 points. Et c'est là où je crois qu'il met 35 points dans la première mi-temps, 6 paniers à 3 points. Vous êtes vraiment bien organisé là. On va regarder alors. That's his fourth three-point field goal. Jordan to three. That is an NBA Finals record. 2 quarters and a half. The Steelers are
indicating he can't believe it. With 35 points, has set an NBA record, most points in a half in an NBA championship series. Oui, c'était un sacré coup de chaud. Mais bon, Stephen Curry, ces dernières années, fait des choses similaires. On a un petit D'accord. questionnaire pour finir, Sylvain. On peut peut-être proposer Ouais. ça à Georges. En tout cas, je vois que Benjamin Richez me demande ce que je pense de cette casquette. Elle est magnifique. Ça vaut les casquettes NBA sans aucun souci. Hein. Mais bon, je ne sais pas. C'est pas moi avec la barbe au milieu quand même. Bah, si, bien sûr. Là, tu l'as bien rasé ta barbe. Attends, mais c'est qui? C'est un figure historique de Reims ou quoi? C'est qui sur le logo? C'est plutôt une figure historique du CCRB quand il a été créé il y a 10 ans. C'est l'époque où le sorcier est apparu dans le logo. Donc, on a gardé ça comme marqueur du club. D'accord, donc c'est un sorcier. Champenois. Un sorcier champenois. D'accord. Ok. Et donc, alors, il y a les pétillantes, il va y avoir les sorciers alors du champagne basket? Bah, pourquoi pas, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que. Alors, moi, je parle en termes journalistiques. Les pétillantes, c'est bien. Alors que champagne basket, pour les masculins, on a un peu de mal à. C'est un peu. Avoir un diminutif, c'est un peu compliqué. Donc, les sorciers du champagne basket, ça peut être pas mal. On est d'accord. On pense la même chose que toi. Donc, oui, on va te mettre un peu sur le grill là, pour quelques petites questions. Tu auras le choix entre deux réponses et tu donnes ton avis, enfin ton avis, ton penchant. Donc, tu es plus NBA ou basket européen? Déjà, pour commencer. NBA quand même, pour le niveau des joueurs. Tu as préféré être joueur ou tu préfères être consultant? Je pense que, parce que je joue encore à 64 ans sur les playgrounds là, pendant le Covid. En fait, c'est une bonne question. Je pense que je suis meilleur comme consultant, mais je pense malgré tout que je prends plus de plaisir à jouer. Tu es plus équipe de France ou Team USA? Oh, équipe de France. Leur victoire sur Team USA au mondial en Chine, que j'ai commenté sur place, ça aussi, ça faisait partie des grands souvenirs. T'es plus, alors on va revenir à la NBA, tu es plus conférence Ouest ou conférence Est? Alors, comme tu es d'Orlando, j'imagine un peu ta réponse. Mais... Oui, mais en fait, j'ai jamais été particulièrement fan d'Orlando. Mais bon, peu importe. Je préfère le basket de la conférence Ouest. Ces dernières années, représenté par les Warriors. C'est moins de 1 contre 1, plus de passes, plus d'adresse, plus de collectif, pas trop de pick and roll, un basket très varié, très riche des Warriors de Steve Kerr et Steph Curry. Mais bon, maintenant, Doncic avec Dallas, Dame Lillard avec Portland, les deux équipes de LA, Jokic à Denver. Franchement, pour moi, l'Ouest est plus intéressant. Mais les 4 meilleures équipes de l'Est, c'est pas mal non plus. Bon, alors, tu es plus Champagne Basket ou CCRB? Tu as dit que c'était plus sexy, Champagne Basket. Je dis que sur le marketing, le nom de Champagne Basket est un coup de génie, je dirais. Donc, bravo pour ça. Mais à la limite, j'étais plus SP Chalon des années 70, moi. Ouais, mais d'accord. Tu es plus Gruyère Time ou Donko Rama? Oh là, tous ceux qui m'ont vu jouer savent que je suis plus fort dans le Gruyère Time que dans le Dunkorama. J'ai jamais dunké de ma vie. Et pour un joueur professionnel, c'est quand même étonnant. Et j'étais assez faible en défense. Mais heureusement que j'avais la patte. Donc après, 3 points du logo ou poster? Est-ce que je préfère l'un ou l'autre?
Oui. Je préfère le 3 points de logo de Dame Lillard ou Curry. En fait, ça fait 37 ans que j'explique aux jeunes qu'il n'y a pas que les dunks dans le basket. À la limite, dans les top 10, je préfère les arabesques avec les finitions à la cuillère où on change de position 3 fois en l'air. Parce que il y avait un top 10 des plus beaux paniers de l'histoire de Michael Jordan. Et le numéro 1, ce n'est pas un dunk. Et je trouve ça génial. Et le panier qu'on se souvient le mieux de Jordan, c'est quand il se rétablit en l'air. Voilà, le changement de. J'ai été sur place. Le changement de main en l'air. Donc, ce n'est pas du tout un dunk, mais il reste très longtemps en l'air. C'est spectaculaire. Mais il avait fait encore plus fort. Il avait fait une pénétration où il va en l'air slalomer entre 3 défenseurs pour finir à l'opposé du panier. Et c'est considéré comme le plus beau panier dans la carrière de Jordan. Et ce n'est pas un dunk non plus. Voilà. Ok. David Cosette ou Pierre-André Lacou? Alors, tu as commencé avec Pierre-André au tout départ et voilà, là, tu es. Oui, Pierre-André, j'ai fait que cette finale avec lui. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup Éric Bénard. Il y a beaucoup de gens qui se souviennent des années 90 avec moi et Éric Bénard au commentaire. Mais bon, je suis fier, par exemple, que Thierry Gilardi, il a fait son premier gros commentaire avec moi sur un All-Star Game à Limoges, bien avant qu'il a commenté du foot et tout ça. Bietri disait, bon, on va les mettre avec Georges parce qu'ils parlent tellement, ils n'auront pas la pression, ils peuvent voir venir tranquillement. Donc, il y avait Thierry Doujon aussi qui avait présenté Nulle part ailleurs. Il a commencé avec moi. Éric Bénard. Il y en a plein comme ça. Xavier Vaution, qui fait carrière à Bein sur la NBA depuis 2012. Qui est de la région. Hein. Pardon? Qui est de la région, qui est ardennais. Oui, tout à fait. De Charleville. Donc, ça, je ne dis pas que c'est grâce à moi que Grégoire Margoton, il avait commenté la Dream Team en 96 avec moi, les matchs de préparation et après les Jeux Olympiques, bien avant qu'on le connaissait comme vedette du commentaire foot sur TF1. Donc, j'ai été content de connaître tous ces grands journalistes à leur début. Mais bon, André Lacou et Cosette, c'est forcément Cosette, parce que j'ai fait beaucoup plus de matchs avec lui. On a partagé des très grands moments, notamment en 2013. Donc, c'est un commentateur qui a marqué une longue période dans ma carrière. Même si lui, il disait que son consultant préféré était Monclar. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'était un duo qui fonctionnait bien, parce que pour enflammer, c'était... Oui. Avec David. On a bien travaillé sur la promotion du basket français, notamment entre 2012 et 2015, mais on était déjà sur l'équipe de France au début des années 2000. Donc, parce que c'est avec Cosette que j'ai fait 2005 déjà. Donc, depuis de 2005 à 2000, parce que lui, il a quitté en 2015, quoi. Tu es plus Les Ingalls ou L'Enfer du Dimanche? Alors, a priori, ce sont 2 films au cinéma que tu as doublé, c'est ça? Oui, c'est ça. Au plus, L'Enfer du Dimanche, parce que j'ai doublé le rôle de Oliver Stone lui-même, le réalisateur qui a joué dans le film, un commentateur. Et après, je l'ai interviewé en tête-à-tête à Paris. Donc ça, et c'est moi qui avais trouvé le titre français pour le film. Ça s'appelait Any Given Sunday aux États-Unis. Et ils allaient appeler ça un truc de cliché, dos au mur, tout pour la gagne ou un truc comme ça. Et moi, j'avais trouvé L'Enfer du Dimanche et j'étais très contente qu'ils choisissent mon titre. Bon, on en a fini avec les questions, mais on a une petite vidéo à te montrer. Est-ce que tu te souviens de ton record de lancer franc en arrière? Oui, en arrière, mais j'espère que vous ne montrez pas quand j'ai été... avec les yeux bandés. C'est bon. Parce que j'avais fait un truc avec mon frère à Dax où je voulais battre le record en 1 minute avec les yeux bandés et j'ai fait 0 sur 30.
Alors là, par contre, je me souviens, c'était au centre Pompidou. Le record était 4. Eugénie, enchaîne, mélangez plus de la soupe. Marqué littéralement par ces. C'est bon. Allez, 10 encore pour cette sixième. Alors, en plus, c'est complètement véridique. Le record était 4. Par contre, on ne l'a pas fait officialiser par le Guinness Livre des records parce qu'il fallait payer 1 500 € pour faire venir un expert de l'Irlande pour officialiser le truc. Donc, on a dit, écoute, si c'est filmé, ça me suffit, je m'en fous si on n'est pas dans le Guinness. Et je l'ai battu une autre fois à un camp de basket à Digne-les-Bains. J'ai fait 7 pour battre ce record-là. On a une question. T'es encore prêt à le rebattre? Pardon? On a une question de Jackie Millard, ton ex-coéquipier, qui te demande, après le basket, ton adresse naturelle t'a-t-elle conduit vers un autre sport? Non, je suis vraiment l'homme d'un seul sport. J'ai joué pas mal au tennis quand j'étais jeune et j'aime bien faire la bicyclette de loisir. Mais au niveau sport collectif, à part un tout petit peu de foot américain quand j'étais gamin, c'était toujours le basket et rien d'autre pour moi. Hein. Donc, ça va rejoindre une question d'un des internautes. On aurait pu rajouter vin ou champagne parce qu'il demande si tu aimais bien le champagne ou si tu aimes toujours bien le champagne. Ah oui, oui. Bah, c'est ma femme ma femme ne boit que du champagne. Moi, j'aime tous les alcools. Alors, tous les trucs de l'Est comme l'alcool de Mirabelle, l'alcool de framboise. Mais bon, j'aime bien les vins de Bordeaux. Mais en fait, à mon âge, maintenant, je bois beaucoup moins. Je me donne le droit de boire un verre le soir et c'est tout. Une bière ou un verre, parce que sinon, c'est la merde de tête assurée. On nous dit tu ne connais pas le ratafia alors. Tu as déjà goûté le ratafia, j'imagine, non? C'est quoi? C'est à quelle base? C'est à base c'est le champagne, mais c'est comment ça s'appelle, le restant de raisin, c'est ça? Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste. C'est pas vraiment du marc de champagne, mais c'est. Voilà, c'était un internaute, là, Guillaume Rossinet, pour ne pas le citer, qui te chambrait un petit peu là-dessus. Oui, oui, non, mais j'ai tendance vaincue. Possible en France et pour la plupart, je les ai appréciés. On nous demande aussi si tu t'intéresses un peu plus au basket africain maintenant que tu commentes sur Canal+ Afrique. Ah oui, bien sûr. Est-ce que tu penses qu'il y a des évolutions? Des évolutions possibles dans les années à venir du basket africain? Parce que, effectivement, la nouvelle frontière pour la NBA, ils vont financer une ligue professionnelle pan-africain. Donc, les grands clubs dans différents pays comme le EuroLeague. Et ça va être une opportunité fantastique. Moi, j'ai un T-shirt, c'est marqué NBA Academy, c'est en Afrique, c'est au Sénégal, et c'est financé aussi par la NBA. C'est pour donner une formation professionnelle et éducative aux meilleurs jeunes du continent, pour les préparer pour les NBA comme Joel Embiid, le Camerounais, Antetokounmpo, qui est passé par la Grèce, mais je crois qu'il était nigérian au début, les Congolais. Donc, la NBA s'investit beaucoup en Afrique et en Inde, parce qu'ils ont déjà conquis la Chine, et maintenant, en Afrique et en Inde, c'est la priorité de la NBA.
Et le fait qu'on diffuse les matchs NBA, c'est très suivi. Et de toute manière, Afrique, c'est la nouvelle frontière à tous les niveaux, même en business, parce que les Chinois, ils vont en Afrique pour trouver du main-d'œuvre moins cher. Et comme en Chine ces dernières 30 années, bientôt Afrique va s'élever économiquement et tant mieux. Alors, il y a une petite question, mais je pense que tu y as plus ou moins répondu par rapport à la NBA. Quel est ton 5 majeur all-time et son coach? Oui, j'ai donné les 5 majeurs. Donc, c'était Jabbar, Russell, Bill Russell, Magic, Jordan et LeBron James. Et le coach? Et le coach, alors ça, tu vois, pendant longtemps, j'aurais dit Phil Jackson. C'est lui qui a gagné le plus de titres. J'aimais bien le triangle. Il a réussi avec Chicago et avec Los Angeles. Mais son très mauvais passage comme dirigeant surpayé chez les Knicks a un peu terni son image. Mais bon, c'est quand même Phil Jackson le plus grand par rapport à la NBA. Mais j'ai beaucoup apprécié Red Auerbach, le coach de Bill Russell et des Celtics, parce qu'il a un peu réinventé le basket pro dans les années 60. J'adore Steve Kerr, parce que lui, c'est un peu le mélange de Popovich, Phil Jackson et Mike D'Antoni, parce que ce sont des coachs que j'apprécie aussi. Mike D'Antoni a révolutionné un peu le basket NBA depuis Phoenix et puis après à Houston. Donc voilà, ça c'est les coachs NBA que j'apprécie. Bon, après, Nikolic, le grand coach serbe qui a formé Malkovic et Pezic et tous les autres. Alors lui c'est un peu comme Auerbach. Il est à mettre à part au niveau européen. C'est lui qui coachait la grande équipe de Varese qui a gagné plusieurs fois Euroleague. Mais bon, si je devais sortir un seul coach, bon, pour la France, Bouffière, il était le premier coach professionnel. Il était précurseur, notamment au niveau des fondamentaux individuels. Il était en avance sur son temps. Bon, donc voilà, ça fait un peu mon Hall of Fame des coachs. Quel est, selon toi, le meilleur joueur du monde hors US, hors américain? C'est forcément quelqu'un qui joue en NBA. C'est Jokic et Doncic. Donc, c'est toujours l'école yougoslave, un Serbe, Jokic, un Slovène, Doncic. L'histoire de Doncic est quand même extraordinaire parce que bon, là c'est la preuve que les Américains, ils ne sont pas toujours les meilleurs dans tous les domaines non plus. Parce que le scouting qu'ils ont fait sur Doncic, qui était MVP de Euroleague à 18 ans, et tu avais des gens qui doutaient de sa capacité de briller dans la NBA, notamment Vlade Divac, le dirigeant de Sacramento, qui a préféré drafter Marvin Bagley. C'était la plus grosse erreur de sa carrière de dirigeant. On savait tous que Doncic allait être énorme. On ne peut pas être MVP de Euroleague à 18 ans et ensuite faire flop dans la NBA. C'était absolument pas possible. Et on avait raison. Pour toi, quel est le meilleur joueur actuel américain? C'est LeBron. Sa continuité, la longévité, son palmarès, son implication hors du terrain. Il est leader parmi les syndicats des joueurs. Il est exemplaire à tout point de vue et d'abord sportivement. Et juste derrière, tu mettrais qui alors? Derrière lui? Pour le top 5 de cette année, par exemple, je pense qu'il va y avoir beaucoup de non-américains. Parce que, bon, Antetokounmpo, ça fait deux années de suite qu'il est MVP. Il est gréco-africain. Cette année, Jokic fait partie des candidats pour MVP avec LeBron. Doncic, il faudrait que Dallas monte au classement un peu, mais individuellement, il a les stats pour être MVP. Stephen Curry est de retour. Et Joel Embiid, on parle des joueurs africains. Alors lui, il est purement africain, camerounais. Il n'a pas vécu en Grèce comme Antetokounmpo. Et lui, il fait sa meilleure saison. Et Philadelphie est la meilleure équipe de la conférence Est.
Donc, je pense qu'il est dans le top 2 ou 3 des candidats pour MVP de cette saison. On va revenir en France. Pour toi, quel est le meilleur joueur de Jeep Elite actuellement? Français ou étranger? On va te demander les deux, comme ça. Oui. Ben, moi, je vois beaucoup Isia Cordinier, qui fait une très bonne saison avec Nanterre. Je pense que c'est le meilleur joueur français. Après, peut-être un des Américains de Strasbourg. Ils ont un petit meneur très, très adroit et je ne me souviens plus du nom de l'autre Américain. Eux, ils sont encore qualifiés en Basketball Champions League. Bon, ça, c'est le problème du basket français, mais du basket depuis la loi Bosman. C'est qu'on change tellement souvent les joueurs, c'est très difficile pour le public local de s'identifier. Et c'est pour ça que je suis d'accord aussi avec Tony Parker quand il signe des joueurs français sur plusieurs saisons, comme Charles Cahudy, comme Antoine Dio. Il aurait pu faire la même chose avec Edwin Jackson. C'est ce que Pau faisait à l'époque de Pierre Seillant. Il prenait tous les meilleurs joueurs locaux et c'était le socle parce que ça faisait venir du public de voir des gens qui ont été formés dans la même région. Et ça manque terriblement. Et ce n'est pas uniquement en France. C'est le basket européen qui est comme ça. Et je regrette qu'on a la possibilité de changer autant de joueurs pendant la saison. On a l'impression que ce sont, entre guillemets, un peu des joueurs Kleenex qui arrivent et qui sont jetés trop vite, même avant qu'on puisse les connaître, quoi. Pour toi, quel est ton meilleur souvenir de commentaire? C'est le plus haut match que tu as eu à commenter? Alors là, je dis souvent la finale olympique de 2008 à Pékin. Parce qu'on avait la Dream Team espagnole avec Pau Gasol, Rubio, Navarro et tous les autres, face à une Dream Team américaine avec Kobe Bryant, Dwayne Wade, LeBron James et Dwight Howard et tous les autres. Et les deux équipes ont joué à leur meilleur niveau. Ça a donné un match extraordinaire. Score à la mi-temps, je crois, c'était genre le 69-65 ou un truc comme ça. À la mi-temps, normalement, c'est le score à la fin du match. Et hyper à droite, des dunks partout, tout pour l'attaque. Et après, en deuxième mi-temps, c'était serré jusqu'à les 2 dernières minutes. Donc, je pense que c'est le top. On va regarder une petite vidéo, justement. 220 pendant le 3 points, c'était quand même hallucinant de voir cette finale. On a fait une excellente temps avec le jeu qui est bien en bascule. Ça n'arrive pas ici. L'enjeu n'est pas le jeu, c'est vraiment le sommet plus. Les deux équipes attaquées à tout bas. Il n'y avait pas de contrôle tempo. Il n'y avait pas de ralentissement ni américain. Il fallait aller vers le panier et chercher moindre position de tir correcte, même très vite dans la position, parce que si vous avez une défense en place, alors là, c'est 10 fois plus difficile. Très bonne analyse. Voilà, encore un moment important de ma carrière que j'ai partagé avec Cosette. On nous demande aussi, de ton point de vue, si l'avenir des jeunes pépites françaises se dessine plutôt en NBA ou en Euroleague, qui se renforce un petit peu, on va dire, qui prend un peu de poids. Pour toutes les jeunes générations, la priorité, c'est la NBA parce que c'est là où il y a le plus d'argent, le plus de public, le plus de droits télé. Mais j'ai beaucoup de respect aussi pour la carrière de Nando De Colo en Euroleague. Et j'apprécie la richesse technique et tactique du Euroleague ou du basket européen. C'est un peu moins athlétique que la NBA, mais peut-être un peu moins stéréotypé aussi. Un jeune, déjà, s'il arrive à s'imposer en Euroleague, on peut dire qu'il a déjà fait une belle carrière parce que c'est très sélectif. Bon, après la NBA, c'est le niveau au-dessus. Et comme en France, on a la chance d'avoir
beaucoup de joueurs avec une ascendance africaine ou antillais. Nous avons un réservoir d'athlètes qui intéresse depuis très longtemps la NBA. Bon, alors, il y avait juste, c'est pas vraiment une question, mais on nous demande si tu te souviens des rognons frites de l'époque de l'Espéchalon. A priori, c'était ton plat préféré, non? C'est quoi le Renault? Les rognons, les rognons. Ah, rognons frites. Ah bon. A priori, j'aime bien les rognons. Mais je me souviens pas les avoir mangés avec des frites, mais j'aime bien les frites et j'aime bien les rognons. Donc, en fait, la cuisine française, il n'y a pas grand-chose que je n'aime pas. Alors, a priori, c'est signé ton collègue de basket, Philippe. Donc, c'est oui, attends. C'est Philippe Somsou, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Donc, le fils du président de l'époque, qui, je souligne, a été très honnête parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de contrat officiel. On avait une lettre de sortie. Donc, le joueur dépendait uniquement du bon vouloir du président. Et comme il m'avait donné sa parole que si j'avais une opportunité en première division, il allait me laisser partir, il a tenu parole et c'est comme ça que j'ai pu aller à Caen. Et j'ai fait mes 2 meilleures saisons en première division. Mais l'honnêteté ou l'intégrité de ce monsieur m'a marqué à vie parce que j'ai connu d'autres clubs, je ne les citerai pas, où ce n'était pas le cas. Il faut savoir que c'était de l'amateurisme bidon, donc chaque club faisait un peu comme il voulait. Hein. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus carré, c'est professionnel. J'ai vu toutes ces étapes à travers ma carrière en France, mais le père de Philippe, déjà Philippe Somsou était un grand joueur. Il était pas loin de 20 points par match. Son frère Jean-Claude était un meneur gaucher, je me souviens. Il y avait le fils de Cabot qui était meneur aussi. Je me souviens très bien de tous ces joueurs et on faisait une sacrée belle équipe. Super. Bah écoute, on arrive au bout de cette soirée. On s'est régalé comme on s'y attendait. Un grand merci, Georges, pour tout ça. C'est normal, évidemment. Revivre tous ces bons souvenirs avec vous, cela a été un plaisir pour moi également. Nous, on a eu un concentré de basket pendant près de 2 heures et c'était un vrai bonheur, en tout cas personnellement. Je pense que c'est partagé par l'Assemblée. Merci à tous d'avoir été. Alors, finalement, on a eu 27 personnes qui nous ont suivis et aussi pas mal de questions. Et je pense que nous avons répondu à une bonne partie de ces questions avec notre discussion. Merci encore. Et puis, merci à ceux qui étaient là. À très vite pour du basket en vrai. Voilà. A priori, on a de toute façon un vote de la Ligue qui a lieu lundi matin, qui devrait acter un scénario de fin de saison avec des matchs. Ça ne veut pas dire qu'ils seront ouverts au public, mais en tout cas, c'est ce qu'on souhaite le plus vite possible. Avec cette annonce de la ministre ce matin sur des tests en salle pour du sport, on va pas dire que ça va arriver demain, mais on peut espérer quand même qu'on soit dans une phase plus intéressante dans les mois qui arrivent. Merci à tout le monde. Et puis, on croise les doigts. Ouais, on croise les doigts, ouais. Et puis, rendez-vous est pris pour le premier match de l'Arena. Hein. Avec plaisir. Rendez-vous en septembre 2022 avec notre animateur, Georges Eddy, pour le premier match du Champagne Basket dans l'Arena. Ouais. Génial. Merci à tout le monde. Merci, Georges. Merci. Allez, à vous.